Ali Arras est un belgo-marocain qui vient d'être extradé vers le Maroc. Et ses avocats dénoncent les tortures qu'il subirait de manière quotidienne. Ali Arras habitait ici, à Melilla, une ville espagnole enclavée au nord du Maroc. La justice marocaine le soupçonne d'appartenir à un réseau terroriste islamique, mais ses proches hurlent l'innocence de ce Belge oublié de tous. Mon fils, il n'a rien fait. Quand je commence à parler de lui, je commence... Je suis pour qu'on prenne les vrais coupables, mais qu'on ne s'acharne pas sur des innocents et qu'on n'invente pas des preuves. Je pense que la démocratie a le droit de se défendre contre le terrorisme. On parle d'électricité dans les parties génitales, on parle de viol, on parle d'injection de produits chimiques par des personnes en blouse blanche, donc des médecins qui auraient participé à ça. C'est extravagant. Ali Arras est un citoyen belge qui se trouve aujourd'hui derrière ces barbelés qui marquent la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Ali vivait à Melilla, une ville espagnole située au nord du Maroc depuis le XVe siècle. Une cité européenne enclavée aux portes de l'Afrique du Nord. Depuis 3 mois, Ali a disparu au Maroc derrière ces murs de fer et personne ne sait exactement dans quelle prison il se trouve. Monsieur Ali Arras est détenu en isolement, en isolement sensoriel, on appelle ça la torture blanche. Torture blanche, c'est quoi? C'est pas de contact avec l'extérieur, pas de livres, pas de nourriture, je dirais à temps fixe, pas de possibilité d'aller dans un petit endroit pour prendre l'air, interdiction faite aux gardiens de leur parler, c'est l'isolement sensoriel comme il y a eu à Guantanamo par exemple. Ils sont dans des petites cellules, ne peuvent pas bouger. Pourquoi ce citoyen belgo-marocain est-il mis au secret dans une geôle marocaine? Comment expliquer que les autorités belges ne soient pas intervenues? Ali Arras est-il un terroriste ou une victime de sombres accords diplomatiques? Mon fils, il n'a rien fait. J'ai beaucoup de chagrin de mon fils, il me manque beaucoup. Quand je commence à parler de lui, je commence... Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Depuis qu'il est au prison. Ali n'a jamais vécu au Maroc et son histoire commence ici, à Melilla, une ville espagnole située au nord du Maroc. Ali est né ici, à Melilla, en juin 62. Ali et sa sœur Farida sont adolescents lorsque leurs parents se séparent. Leur mère vient vivre en Belgique et les enfants la suivent. Ali va fréquenter l'école, puis se lancer dans la vie active. L'usine, les marchés et enfin une librairie-papeterie à Bruxelles. Je crois que le mot intégration n'a plus lieu d'être. Il était entièrement belge. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être considéré comme étant belge à part entière? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Ali va également franchir d'autres étapes importantes de sa vie en Belgique. Il opte pour la nationalité belge, se marie avec Ouria et va effectuer son service militaire sous les drapeaux de notre pays. Ali a fait son service là-bas. Si par exemple, il y avait une guerre entre le Maroc et la Belgique, que ferait mon fils? Vers qui allait-il tirer? Le Maroc ou la Belgique? Il allait défendre la Belgique puisqu'il est belge. Mais en 2005, le commerce d'Ali se porte mal. Et après 28 années de résidence en Belgique, il décide de rejoindre son père à Melilla pour y ouvrir un petit commerce. C'est là que son destin va basculer. Ce soir, comme tous les soirs depuis 3 mois, Ouria, la femme d'Ali et sa famille ont préparé le repas. Direction Plaza de España, en plein centre de Melilla. Depuis l'extradition d'Ali vers le Maroc, ils sont des dizaines à camper, à manifester leur soutien à leur ami. Toute la journée et les nuits, il y en a qui dorment ici. Il y en a beaucoup qui viennent nous appuyer. Et tous les soirs, ils sont là. Parce qu'on a tiré de tous les côtés. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui s'est produit. Ceci ne serait jamais arrivé s'il s'était prénommé Jean-Claude ou José Antonio. Le fait de s'appeler Ali ou Mohamed ou Kadour
fait de ces gens des citoyens de seconde zone. Ali est un homme honnête, travailleur. Il ne cessait de travailler pour faire vivre les siens. Mais un jour d'avril 2006, la police espagnole vient arrêter Ali. Il est parti le matin à son travail comme d'habitude et en fait ils étaient déjà là en bas. Ils attendaient la police. Et quand il est sorti, il a été sa voiture, ils sont venus, ils l'ont arrêté. Ali est accusé de trafic d'armes et appartiendrait à un groupement terroriste islamique. Mais au bout de 4 jours de détention, il est libéré sous caution. Il n'y a jamais eu donc de réel port d'armes, vu que donc il n'y a pas eu de pièce à conviction. L'avocat peut le prouver que c'était à la demande du Maroc donc qu'il avait été arrêté, sans aucune preuve. Claude Modiquet est un expert en renseignement qui est spécialisé dans le domaine du terrorisme international. Selon lui, le dossier Ali Arras est loin d'être une coquille vide. Les Marocains disent avoir des éléments sérieux qui le relient à une mouvance djihadiste marocaine de tendance chiite qui est qui n'est pas très importante numériquement, mais qui est très inquiétante politiquement. Et alors que l'on pensait l'affaire classée, en avril 2008, Ali Arras est à nouveau arrêté en Espagne et cette fois, les accusations sont beaucoup plus précises. Il est soupçonné de faire partie du réseau Beliraj, deuxième qu'il aurait participé aux attentats perpétrés le mois de mai 2003 à Casablanca et puis qu'il ferait partie depuis les années 82 d'un mouvement moudjahidiste. Les attentats de Casablanca sont une série de 5 attentats suicides qui se sont produits en mai 2003. Perpétrés par des islamistes radicaux, ils ont fait 41 victimes et une centaine de blessés. Des attentats qui visaient notamment un hôtel pour touristes, un cimetière juif et le consulat de Belgique. Pendant justement le mois de mai 2003, mon frère déménageait d'une rue à l'autre à Schaerbeek. J'en suis sûre parce que j'avais à l'époque demandé ça comme preuve pour justifier qu'il ne pouvait pas être à 2 endroits au même moment. Mais Ali n'aurait-il pas pu financer le mouvement à partir de la Belgique? Même si on pourrait prétendre qu'il ait participé aux attentats financièrement, il était loin de pouvoir couvrir ses propres frais à lui. Autre accusation, dès 1982, Ali aurait fait partie du mouvement des Moudjahidines du Maghreb. Ali était en Belgique, au service militaire, dans l'armée belge. Il était milicien au moment où on l'accuse d'être terroriste. C'est impossible. Il ne pouvait se diviser en deux, avec une partie qui reste en Belgique et l'autre qui vient au Maroc. Suite aux accusations de la justice marocaine, c'est Baltasar Garzón, le super-juge espagnol, qui va mener l'enquête. L'homme n'a peur de rien, c'est lui qui a notamment lancé un mandat d'arrêt contre le dictateur chilien Pinochet. Il s'est aussi attaqué aux terroristes basques de l'ETA. Durant des mois, Baltasar Garzón va interroger Ali Arras. Après ces 2 années et demie d'instruction, au cours desquelles il était accusé d'appartenir à une bande armée et à un trafic d'armes, on n'a trouvé aucun indice. Une décision judiciaire l'a alors déclaré innocent. Donc, on ne comprend pas pourquoi, après avoir été blanchi par l'État espagnol, et pas par n'importe quel juge espagnol, on l'extrade vers le Maroc. L'extradition d'Ali vers le Maroc est justifiée par les liens qui existeraient entre lui et Abdelkader Beliraj, un autre belgo-marocain condamné à vie au Maroc en 2008. Abdelkader Beliraj porte les étiquettes de malfrat, d'assassin, de mercenaire et de terroriste. Avant le procès, il serait passé aux aveux. Beliraj aurait donné des noms, parmi eux celui d'Ali Arras. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse le soupçonner de faire partie d'un quelconque réseau moudjahidiste. Il aurait pu le faire à votre insu. Tout peut être fait à l'insu de l'autre, hein. Mais moi je dis ce que je sais sur lui et je pense que je suis la personne qui a été le plus proche de Ali. Je ne pense pas qu'il m'aurait caché une telle chose, si ça avait été le cas. Donc pour vous, aucun lien entre votre frère
et le réseau Beliraj, comme on dit? Tout à fait. Aucun? Non. Mais pour certains, le plaidoyer de Farida, la sœur d'Ali, est lui aussi suspect. Ce qui est intéressant quand on voit le mouvement de solidarité autour de Ali Arras, c'est voir d'où il vient. Et dans ce mouvement, on a en particulier une organisation, un parti, le Parti Égalité, qui se situe clairement à la gauche de la gauche, ce qui n'est pas répréhensible. Hein. Mais au-delà de ça, quand on voit le personnel politique qui forme ce parti, M. Vorvat, Mme Rosa Rosso, M. Nourdine Saidi, on est en face de gens qui appartiennent à la mouvance islamo-gauchiste, comme disent certains, et plus précisément qui appartiennent à la mouvance très proche de Téhéran et des intérêts chiites au Moyen-Orient. Aux dernières élections, Farida Arras était présente sur les listes du parti Égalité, dont un des leaders est Luc Vorvat, bien connu pour son militantisme d'extrême gauche. On lui reproche aussi une certaine connivence avec des militants islamistes. On a dit, oui, mais alors vous êtes des sympathisants du terrorisme, etc. On peut le dire clairement, on ne l'est pas. Mais, comme je vous ai dit, on s'oppose à ce qu'on utilise la guerre contre le terrorisme pour en fait mater les populations, pour briser des résistances qui sont justifiées. J'inviterai les personnes justement qui apportent ce genre de jugement à venir participer à nos réunions, et je pense que ce serait le meilleur moyen de se rendre compte de ce que vaut notre parti. C'est peut-être un petit parti, c'est peut-être insignifiant aujourd'hui, mais on est vraiment des militants qui sommes là pour soutenir et lutter contre toutes les formes d'exclusion, les inégalités. Mais quel est le rapport entre Ali et le parti Égalité? Sa sœur n'y a adhéré qu'après son arrestation et Ali ne l'a jamais fréquenté. Égalité, c'est quelque chose de très récent. Donc au moment où Ali n'était pas en Belgique déjà, donc ça n'avait rien à voir. Hein. Donc là, il n'y a pas de lien du tout. Mais revenons-en au fameux aveu d'Abdelkader Beliraj qui accuse Ali. Il est aujourd'hui établi que la plupart de ces pseudo-aveux ont été obtenus par la violence. Beliraj est arrêté, a été enlevé à Marrakech par des policiers en civil. Pendant 6 semaines, il va être séquestré. Pendant ces 6 semaines, il va être torturé, et ce n'est pas sérieusement contesté. Il va être frappé, il va être malmené. On va l'électrocuter, on va faire ce que les Marocains appellent l'avion, à savoir que vous le pendez par les pieds, vous lui mettez un torchon dans la bouche et puis vous laissez de l'eau pour qu'il commence à s'étouffer. Et puis après ces 6 semaines, on le met devant un juge d'instruction et le procès commence. Mais le procès est basé sur quoi? Le procès est basé sur les aveux que l'on a extorqués pendant la torture. Et donc sur base de ces aveux, on va arrêter plusieurs personnes, dont notamment Ali Arras. Quand on est torturé, on fait n'importe quoi comme déclaration. N'importe quoi. Beliraj, peut-être qu'il savait qui était Ali Arras, qu'il tenait une librairie, qu'est-ce que j'en sais, moi. Et qu'à un moment donné, il a sorti son nom simplement parce qu'il devait, sous la torture, faire des dénonciations, sinon ça continuait. Vous avez vraiment toute la communauté, je dirais, des droits de l'homme qui disent, mais ce procès Beliraj, c'est une mascarade. Hein. Et c'est une mascarade parce que c'est un procès politique, en fait. C'est l'État marocain qui veut montrer qu'il est fort et terroriser sa population. Point final. L'avocat espagnol d'Ali Arras va nous présenter un témoignage exclusif. Une déclaration récente d'Abdelkader Beliraj, un coup de téléphone passé du fond de sa prison. Bonjour, donc je me nomme Beliraj Abdelkader, donc je vous parle de la prison de Salé. L'affaire Arassi, tout comme l'affaire Beliraj, est l'œuvre de milices hors la loi dénommées services de sécurité, qui usent à la fois de la torture et de la sous-traitance de la torture comme moyen unique d'accéder à la vérité en opposition totale avec la législation de ce pays. Ceci signifie que l'extradition de M. Arassi le mènera directement à la torture et que les tortionnaires brandiront en fin de compte la preuve de son inculpation après avoir obtenu ce qu'ils ont voulu entendre par le biais de ces pratiques barbares, même s'il n'y avait aucun élément à charge contre M. Ali. Faites entendre votre voix. Merci. Une déclaration qui en dit long sur les pratiques en cours dans les prisons marocaines. Des informations confirmées par la plupart des associations des droits de l'homme
Et c'est aussi pour cette raison qu'en novembre dernier, le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait demandé à l'Espagne de geler la décision d'extrader Ali. Personnellement, j'étais certaine finalement qu'on avait gagné la partie parce que, vu les risques importants dans ce dossier-là, le comité, à mon sens, ne pouvait que interdire in fine à l'Espagne d'extrader Ali. Et puis tout d'un coup, coup de téléphone à l'avocat espagnol d'Ali Arras. C'est la presse qui le contacte pour savoir quelles sont ses réactions finalement par rapport à l'extradition de son client, qui nous appelle. Et on apprend ici en Belgique qu'en fait le consul belge à Madrid savait déjà qu'il avait été extradé depuis le 14 décembre et nous avait tout simplement rien dit. Et voilà, il était parti. Du côté de notre ministère des Affaires étrangères, on semble traiter cette affaire du bout des doigts, comme si la Belgique n'était pas concernée. Formellement, nous n'avons joué aucun rôle. L'Espagne, dans sa procédure d'extradition, a obtenu des promesses formelles et claires de la part du Maroc que M. Arras n'allait en aucun cas subir de mauvais traitements et certainement pas de la torture lors de son séjour au Maroc. Donc c'est comme s'il y avait deux catégories de citoyens. Ceux qui sont belgo-belges, comme moi, et ceux qui sont belgo-autre chose. Et dans ces cas-là, ces personnes n'ont apparemment, selon l'État belge, pas les mêmes droits que les belgo-belges. Moi, en tant que belgo-belge, si je suis au Maroc, transféré au Maroc, et là il y a un risque pour ma vie, l'État belge intervient à 100%, et on l'a eu dans d'autres dossiers, et ils l'ont fait super bien. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on torture tout le temps au Maroc, tout le temps. Et ceux qui disent qu'on ne torture pas au Maroc, ce sont des menteurs. Dans certains pays, effectivement, de l'autorité publique, la torture ou des moyens de coercition physique sont exercés à l'encontre de suspects, pas seulement d'ailleurs, dans des affaires terroristes. Ça a été le cas de manière incontestable, ça a été prouvé par des enquêtes au Maroc dans le passé. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui au Maroc? J'ai tendance à croire que non. De nouveau, je ne suis pas dans les cellules, je ne suis pas dans les interrogatoires quand il se passe. L'affaire Ali Arras est une épine empoisonnée dans les pieds des gouvernements belges et espagnols. Et chacun se rejette la responsabilité de ce prisonnier beaucoup trop encombrant. Dès que M. Arras se trouve sur le territoire marocain, il doit être considéré par les autorités marocaines comme un ressortissant, un citoyen marocain. Et donc dans cette logique, nous avons aujourd'hui aucun accès consulaire à M. Arras. Ils ont une position formaliste, c'est-à-dire on n'intervient pas, même s'il y avait un risque de torture qui existait, qu'ils savaient. Si vous voyez dans les câbles de Wikileaks, ils disent, le consul belge au Maroc dit que l'affaire Belirage est une affaire dans laquelle il y a eu de la torture systématique, dans laquelle il n'y a pas eu de procès équitable. Les Belges le savent, les affaires étrangères le savent. Certains extraits publiés sur Wikileaks sont sans équivoque. Des conseillers auprès de l'ambassade belge s'étonnent du fait que tous les accusés ont déclaré que leurs auditions avaient été modifiées par la police. On a soutenu la Tunisie, on soutient l'Égypte, on soutient le Maroc, etc. Pourquoi? Parce que l'Occident, d'abord, a peur du terrorisme et ils utilisent ces pays comme rempart contre ça. Ils permettent tout, c'est-à-dire torture, arrestation, kidnapping, enlèvement, tout ce que vous voulez. Ce qui se fait dans la pratique, c'est la sous-traitance de la torture. Et donc, ils ont tous été complices dans des pratiques pareilles. Et vous pensez que Ali peut subir ce genre de traitement aussi? Oui, exactement, oui. Détenu en Espagne depuis plus de 2 ans et demi, Ali n'a jamais été jugé. Et depuis 3 mois, il a disparu dans le labyrinthe des prisons marocaines sans que personne ne puisse le voir. Je sais qu'il est en détention à Rabat, dans la prison de Salé. Mais je me limiterai à dire qu'il va très mal. Il est malade, il est fragilisé, il est... Vous avez peur pour sa santé? Et à Melilla, les informations sont beaucoup plus inquiétantes. Ali Arras a été torturé avec des méthodes comme de l'électricité sur les testicules, le viol anal,
à l'aide de bouteilles et la privation de sommeil durant une dizaine de jours. On parle d'électricité dans les parties génitales, on parle de viol, on parle d'injection de produits chimiques par des personnes en blouse blanche, donc des médecins qui auraient participé à ça. C'est extravagant. Il y a quelques jours, Farida a reçu des nouvelles récentes d'Ali, des nouvelles qui font froid dans le dos. Quand je vois mon frère sur cette photo, celui qu'on a vu au mois de juillet en détention n'a vraiment rien à voir physiquement avec celui-ci. Alors quand on sait ce qu'il a dû vivre maintenant au Maroc, je suppose qu'il doit vraiment être dans un état piteux. Il a été victime d'injections de produits chimiques, ce qui aurait provoqué beaucoup moins de sensibilité au niveau des membres, que les membres inférieurs auraient même changé de ton, que le taux d'audition a fort diminué, qu'il a des grosses pertes de mémoire. Et donc je me dis, si en plus de ce qu'il a déjà subi, il doit en plus subir une négligence au niveau médical, que va-t-il rester de mon frère ? Pour beaucoup, la lutte contre le terrorisme est une guerre des temps modernes où tous les coups sont permis. Mais au nom de cette bataille contre le radicalisme, les États démocratiques doivent-ils pour autant accepter de brader les droits de la défense ? Je pense que avoir droit à un procès juste et équitable est un droit fondamental. Avoir le droit pour un enfant d'aller à l'école et d'en revenir sans que l'autobus ou le train saute me semble être un droit tout aussi élémentaire et fondamental. Et je pense que la démocratie a le droit de se défendre contre le terrorisme. Jamais je n'aurai comme ami ou compagnon de route un fanatique religieux ou quelqu'un qui ne respecte pas la vie. Moi, je suis pour dénoncer le terrorisme, le réel terrorisme. Je suis pour qu'on prenne les vrais coupables, mais qu'on ne s'acharne pas sur des innocents et qu'on n'invente pas des preuves. C'est un crime, bien sûr, c'est un crime. C'est créer du terrorisme. C'est comme cela que l'on crée du terrorisme. Car maintenant, je serai capable de faire n'importe quoi pour mon fils. Car c'est mon fils, et je ne sais pas où il est. Il est isolé, on ne sait où. Mustapha, le père d'Ali, s'occupe de l'entretien du cimetière musulman de Melia. Chaque jour, il chemine entre les tombes et craint de croiser l'ombre de son fils. Je pense beaucoup à mon fils. Cela fait 3 ans que je pense à lui, sans pouvoir dormir. Parce qu'il est vivant, mais c'est comme s'il était enterré. Quand un proche décède, vous pensez à lui durant quelque temps, et puis cela s'apaise. Mais je ne cesserai de penser à lui, jusqu'à ce que je le revoie. Aujourd'hui, la vie d'Ali est en danger. Ses proches espèrent que les autorités belges feront tout pour obtenir des garanties quant à son intégrité physique. Indice, c'est fini pour ce soir, mais vous trouverez également un dossier sur les médecines parallèles dans le Soir Magazine de ce mercredi. Bonne soirée. Bonsoir.